économie, finance, Ecofinance, la communication au service du développement. Devant des besoins de plus en plus nombreux et coûteux des populations, face à des ressources de plus en plus rares et précaires, couronné d'une volonté affichée des autorités publiques en quête permanente de l'excellence dans la gestion des finances publiques, le budget programme, responsabilisation des acteurs, obligation de rendre compte, transparence dans la gestion publique, le budget programme, une approche de programmation, de budgétisation, de gestion axée sur les résultats. Le budget programme pour une administration burkinabé plus performante, un impératif pour l'édification d'un Burkina émergent. Le budget programme pour le bien-être du citoyen burkinabé. Soutenir le tissu économique de notre nation. Croire en vous et à vos projets. Intervenir dans tous les segments de l'économie. Demeurer le meilleur choix des PME-PMI. Accompagner votre bien-être, tel est le leitmotiv de notre existence. Vos défis sont les nôtres. Soyez plus ambitieux. Avec nous, visez encore plus haut. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque burkinabé certifiée ISO 9001, version 2008. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la seconde partie de l'émission Ecofinance consacrée aux dividendes démographiques et ses enjeux pour le développement de l'économie burkinabé. Dans la première partie, on a évoqué le concept même du dividende démographique et l'état des lieux de la population burkinabé. Et des échanges qui ont été faits, on peut retenir qu'il est plus que nécessaire d'inscrire le dividende démographique au cœur de l'agenda de développement national. Alors, dans la seconde partie de cette émission, nous allons évoquer les stratégies et les actions concrètes à mettre en œuvre pour que le dividende démographique soit une réalité et que ce concept profite à l'économie burkinabé. C'est dire donc que beaucoup de suggestions sont attendues dans cette seconde partie de l'émission sur le dividende démographique. Et nous sommes toujours avec les mêmes invités que ceux de la dernière fois. Il s'agit du professeur Jean-François Kobiané, directeur général de l'Institut des sciences de la population. Nous avons ici également la représentante de l'UNFPA au Burkina Faso, le docteur Adekansi Domingo Edwige. Sur ce plateau également, nous avons la ministre déléguée chargée du budget, Madame Amina Bila Bambara. Et le quatrième invité principal à cette émission est le docteur Ram Christophe Sawadgo, enseignant-chercheur à l'Université de Ouagadougou. Et je précise que les autres invités dans le public peuvent également prendre la parole à tout moment tout au long de cette émission pour nous faire des suggestions. Alors, on l'a dit dans l'émission précédente, la population burkinabé croît à un rythme important, 3,1% précisément par an. Et selon les prévisions, la population burkinabé pourrait franchir la barre de plus de 56 millions en 2050. Alors, Madame Amina Bila Bambara, pour revenir sur ce qui a été dit lors de l'émission précédente, certainement que ces prévisions ne sont pas en phase avec les prévisions concernant la croissance économique du pays. Ces prévisions pourraient être en phase avec la croissance économique du pays. Et c'est dans ce sens peut-être que je vais prendre quelques résultats d'une étude qui a été effectuée par l'IRD, Institut de recherche et de développement, qui a montré qu'en principe, pour avoir un doublement de la richesse par habitant dans un pays, il faille minimum 7% de taux de croissance par an et de manière soutenue. Lorsqu'on regarde cela, on se rend compte que le Burkina Faso, bien que étant parmi les pays qui ont réalisé un taux de croissance
élevé, de l'ordre de 5 à 6% par an les 10 dernières années, on constate que cette croissance n'a pas conduit forcément à un développement. C'est comme si cette croissance n'a pas été suffisamment partagée. Et la même étude dirait qu'en principe, lorsqu'on a un taux de croissance de 5% par an, cela peut conduire à un doublement de la richesse nationale par habitant au bout de 24 ans si le taux de croissance démographique est de 2%. Et lorsqu'on a toujours ce taux de croissance économique de 5% et le taux de croissance démographique est de 3%, on attend ce doublement au minimum en 35 ans. Cela veut tout dire. Et lorsqu'on regarde, le Burkina est dans cette fourchette. Taux de croissance d'environ 5% par an, avec un taux de croissance démographique d'environ 3,1%, donc il faudrait s'attendre à un doublement de la richesse créée actuellement au bout de 35 ans. Cela veut dire qu'au bout de 35 ans, nous aurons atteint déjà cette projection de la population dont vous venez de parler. Cela interpelle. Il va falloir agir sur la variable démographique et il va falloir également agir sur la variable économique. Et c'est en cela que véritablement nous saluons la réalisation de cette émission. Et nous allons donner des exemples, des suggestions. Qu'est-ce qui est déjà fait au niveau du Burkina Faso et surtout qu'est-ce qui pourrait être fait pour que véritablement cette variable démographique joue sa partition dans le développement et pas seulement dans la croissance de notre pays. Okay. Alors, avant d'arriver aux solutions et avant de donner la parole aux autres invités, je vous invite à suivre ce micro-trottoir. Comment la croissance démographique au Burkina est-elle appréciée par les Burkinabés eux-mêmes? Voici des éléments de réponse dans ce micro-trottoir. La population galopante, c'est inquiétant, en tout cas, c'est pas une bonne chose. Vous voyez, la vie de maintenant, c'est difficile. Donc, vraiment, si vous voyez que si la population s'accroît beaucoup, ce sont d'énormes difficultés. Les conséquences directes, c'est notamment le manque d'emploi, le chômage, et puis, bon, tout le monde veut avoir une parcelle, au moins un logement. Ça va aussi poser un problème, vu que la ville s'étend. Peut-être qu'il va falloir une politique de développement, de construction à niveau, sinon ça va vraiment être un problème. Et avec les changements climatiques qu'on voit de nos jours, ça ne va pas être simple vu par rapport à l'alimentation. Voilà, parce que si on n'a pas assez de pluie, ça va être vraiment difficile de nourrir toute cette population. C'est dû au fait qu'il n'y a pas de système de planning familial pour pouvoir en fait gérer le taux d'accroissement de la population. Et je trouve que c'est dommage dans la mesure où le Burkina Faso n'a pas assez de ressources pour pouvoir donc, comment on appelle ça, assurer donc un avenir meilleur à toute la population. Donc, bon, si je prends d'abord au niveau donc de l'enseignement, il y a donc au niveau donc de l'offre, il y a donc à moins de place par rapport à comment on appelle ça, au nombre d'élèves que nous avons. Donc ce qui fait qu'il y a donc un certain nombre d'élèves qui n'arrivent pas donc à avoir donc la place pour donc avoir l'éducation donc pour leur avenir. Ça c'est la pauvreté, hein? C'est un accroissement de la pauvreté rurale, ça c'est sûr. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose parce que ça fait de la vie au Burkina Faso. Donc je peux dire que c'est bien, c'est bien. La société galopante, je pense que c'est bien, c'est une bonne chose. Moi je trouve qu'en tout cas, si Dieu a donné la vie, qu'on l'accepte seulement. Voilà, alors on se rend compte qu'en dehors justement du dernier intervenant, on se rend compte que les populations elles-mêmes sont conscientes des défis à relever si la démographie n'est pas maîtrisée. Alors, quelle est votre réaction jusque-là par rapport à tout ce qui a été dit concernant les dividendes démographiques? Et on parle de la nécessité de réduire les taux de fécondité chez les femmes. Est-ce que déjà au ministère de la promotion de la femme, la question est vraiment prise en compte? Il y a beaucoup d'actions de sensibilisation qui sont menées
pour réduire la fécondité des femmes. Il y a le problème des mariages précoces, justement, la question de l'autonomisation des femmes, les femmes qui ne sont pas suffisamment dépendantes financièrement. Donc il y a beaucoup de problèmes de ce genre. Il faut mener beaucoup d'actions, en tout cas dans ce sens. Et justement, en termes de suggestions, qu'est-ce que vous préconisez? Il faut investir surtout dans la jeunesse féminine, pour l'éducation des jeunes filles, pour leur autopromotion. Tout en suivant un peu tous ces débats intéressants sur le dividende non démographique, je me suis d'abord posé la question à savoir où étaient nos États, où étaient nos politiques un peu face à cette croissance non maîtrisée de la population, avec tout son impact sur les différents secteurs. Je pense qu'on a beaucoup discuté ici sur le secteur de l'éducation, mais quand on va loin, je pense que les répercussions sont énormes. Et se retrouve au niveau de l'économie, ça se retrouve au niveau du social, ça se retrouve au niveau environnemental, et comme ma soeur l'a dit tout de suite. Donc je pense que quand on mène un peu cette analyse situationnelle au niveau de la sous-région et même au niveau du Burkina, on se rend compte que nos politiques n'ont pas su anticiper, de mon point de vue. Je pense qu'il y a belle lurette de cela qu'on discute un peu de cette problématique de la population, où depuis la CIPD en 1994, je pense qu'on a fait ce lien entre le développement de nos pays et la croissance démographique. Et où on a pu démontrer en quoi, si on ne contrôle pas un peu cette croissance démographique, ça peut annihiler tous les efforts de développement de nos pays. Je pense que si nos pays réellement avaient pris ce danger-là en considération, on allait peut-être anticiper sur nos politiques. Donc pour moi, il y a l'urgence d'agir. Agir à travers, je dirais, des politiques fortes d'éducation de nos populations. Agir à travers, je dirais, un leadership fort aussi de nos politiques. On sait qu'à chaque fois que nos politiques ont agi à travers un leadership fort, on a pu remarquer quand même l'impact en fait de ces politiques-là au niveau de... Ça a été le cas du VIH dans nos pays, où quand même l'ancrage était très, très élevé, le leadership quand même de l'État était très fort. On a vu comment les populations ont suivi, on a vu comment les actions d'éducation ont payé. Je pense qu'il faut qu'on revienne un peu sur ces questions-là pour voir comment, au niveau de nos pays, on peut réellement prendre à bras le corps la problématique et comment est-ce qu'on peut anticiper en allant vraiment vers, je dirais, des réponses rapides, mais aussi des réponses efficaces. Il faut peut-être agir aussi, entre autres, sur un fait qui est le complexe socio-religieux, où j'allais dire la fatalité, ceux qui pensent, comme le dernier intervenant nous l'a dit, que l'enfant est un don de Dieu. Voilà, l'enfant est un don de Dieu et tout ce qui est de Dieu, il ne faut pas lutter contre Dieu. Ça veut dire qu'il faut avoir une bonne politique, une bonne, je veux dire quoi, des bons mots pour permettre à ces gens-là de comprendre que c'est pour leur bien et que ce n'est pas lutter contre Dieu. Donc, il y en a qui disent aussi que chaque enfant vient avec les moyens de se prendre en charge. Et que si un enfant vient sans moyens, c'est sa chance. Bon, quand il y a ces croyances, il faut trouver la bonne politique et trouver comment aussi peut-être mettre en action le coutumier, les religieux, une bonne politique, une bonne sensibilisation pour que même dans les différentes communautés religieuses, ils puissent en parler. Ça va permettre de décrisper, ça va permettre aux gens de comprendre qu'ils ne sont pas en train d'offenser Dieu lorsqu'ils appliquent certains systèmes modernes qui permettent de mieux s'organiser. J'allais penser, est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'une enquête soit faite pour savoir au juste pourquoi ceux qui sont, je veux dire quoi, quelle est la cause réelle auprès des populations là de cette forte productivité des enfants, reproduction. Maintenant aussi, comme Madame le ministre l'a dit, inclure l'apprentissage des métiers dans le cursus scolaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un test, on veut recruter quelqu'un de niveau bac, on est étonné, comme les orateurs l'ont dit déjà, de trouver que des gens qui viennent avec leur maîtrise, leur master même postulé. Et là, ça fait pleurer parce que on a investi longtemps pour se retrouver encore à beaucoup d'années, comme j'allais dire en arrière.
je pense que vos taux et vos multiplications et vos divisions ne vont pas loin. Ça reste juste aux intellectuels qui déjà ne veulent même pas d'enfants. Ils se marient avec le contrat de je ne veux pas avoir un enfant. Et je pense qu'il faut s'adresser beaucoup plus à la population qui sont en campagne. Avec une autre langue, pas celle-là. Parce que je ne suis pas vieux, mais je pense que M. Ram est plus vieux que moi. Et avant, le plus grand Richard de Haute-Volta, c'était celui qui avait 35 enfants. Le plus grand Richard, celui qui avait 35 enfants. Mais il n'avait pas de moyens mécanisés pour produire. Mais on le considérait comme le plus grand Richard. Aujourd'hui, si vous voulez faire changer ces gens dans un autre système, il faut que vous les approchiez avec une autre façon de parler. Parce que parler de démographie, pas que ces gens comprennent ça. Et aujourd'hui, je pense que l'État est pour quelque chose. Avant, il y avait des écoles qu'on appelle écoles rurales. On apprenait aux enfants à cultiver, à entretenir les champs et tout, qui pouvaient pérenniser leur travail et les mettre dans les champs de leurs papas qui font produire et qui les rendent riches. Aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Maintenant, on a créé des écoles pour créer des suivistes. Des gens qui sont là, quand on dit qu'ils veulent du travail, ils veulent déjà un salaire de 300 000. Or, il n'y en a pas. Je pense qu'il faut qu'on retourne derrière. S'il n'est pas gâté là, ça revient chez lui. Il faudrait qu'on essaie de voir, d'aider les jeunes à pouvoir repartir sur le tronc d'arbre, par les racines, pour monter sur les branches. Parce que personne n'a jamais réussi à atterrir sur une branche sans passer par le tronc. Alors, il faut que les paysans, ça veut dire les gens du village, les gens qui produisent beaucoup d'enfants, comme vous le dites, ils aient quelque chose en compensation. Il faut qu'il y ait des écoles de formation pour pouvoir exercer directement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont à l'école pour aller travailler dans des bureaux. Il y a combien de bureaux à Ouagadougou? Il n'y en a pas beaucoup. Alors, si Bagré est là, il y a 30 000 ou 25 000 hectares à produire. On dit qu'il y a 5 000 hectares qui ont été aménagés. Et le reste, les gens peuvent aménager eux-mêmes. Pourquoi forcément passer par Bagré pour aménager les 20 000 hectares qui restent? C'est parce qu'on ne les a pas donné le moyen de pouvoir le faire. Le train de vie de l'État, là, ils n'ont qu'à réduire ça, là. Donner l'argent aux enfants, là, pour qu'ils apprennent à travailler. Faire des centres de formation et les financer pour qu'ils puissent travailler. Si on prenait le prix d'un seul véhicule, ça peut aider peut-être 10 personnes à faire des champs. Il y a un intervenant qui a dit qu'il y a un travail d'anticipation qui a manqué du côté des politiques. Tout de suite, M. Tapsawa a déploré un peu le système éducatif qui n'est pas adapté aux réalités actuelles. Il a évoqué, pour terminer, le train de vie de l'État qu'il faudrait peut-être limiter. Quelle est votre réaction par rapport à tout ça? Oui, je comprends tout à fait l'avis de l'intéressé. Mais vous savez qu'au niveau du Burkina Faso, nous faisons des prévisions pratiquement tous les 10 ans. Monsieur le directeur général de l'INSD est là. Pratiquement tous les 10 ans sur la démographie. Donc déjà, c'est la prévision de la démographie. Lorsqu'on dit qu'en 2015, nous sommes à 18 500 000 habitants et qu'en 1960, nous étions seulement à 4 500 000, eh bien, on tire les conclusions. Ce n'est pas qu'on n'a pas prévu, on n'a pas vu la chose arriver. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas seulement du côté démographie qu'il faille travailler. Il n'y a pas eu assez d'accompagnement de cette masse de population qui est née entre-temps. C'est vrai que c'est un don de Dieu, mais il faut savoir maîtriser aussi. On ne va pas dire que parce que les pays développés ont moins d'enfants, ce n'est pas un don de Dieu non plus. Lorsque nous aimons prendre faire facilement les comparaisons avec la Chine, mais il y a des mesures drastiques qui sont possibles sous certains cieux, mais impossibles sous nos cieux. Est-ce que vous pouvez donner des exemples?
La limitation des naissances, est-ce qu'il faut parler de limitation des naissances au Burkina? Non. Je pense qu'il faut parler de maîtrise. Voilà. Du nombre d'enfants à faire dans le pays plutôt qu'à limiter. En Chine, c'était déjà une imposition, un enfant obligatoire, au plus un enfant par ménage. Si on le fait au Burkina, je vous parie que vos prévisions de 50 millions de Burkinabés à l'horizon 2050 ne seraient pas une réalité. Mais il y a déjà un existant qui est là. La population moyenne, l'âge médian de la population au niveau du Burkina Faso, c'est pratiquement 16 ans. Ça veut dire 50% de la population burkinabé a moins de 16 ans. Ça interpelle. Cette masse d'enfants qu'on allait qualifier, ce n'est même pas de jeunes. C'est déjà un problème à prendre en charge. Sur 2 générations, ça ne va pas inverser véritablement la démographie. C'est peut-être compter sur cette jeunesse pour pouvoir inverser au bout de 2 générations, mais la masse est déjà là. On ne peut que composer avec. Maîtrise de la démographie ici, mais pas de limitation. Sinon, si on faisait la limitation, on peut rapidement tendre vers les modèles que certains qualifient de modèles chinois. Donc, il va falloir, je pense, à ce moment, travailler plus sur les mesures d'accompagnement, les conditions pour avoir un secteur privé dynamique qui va être créateur de richesses et pourvoyeur d'emplois. Qu'est-ce qu'au niveau du secteur privé, on a pu apporter comme appui, comme accompagnement, pour que le pays soit au niveau du classement Doing Business Better à un niveau qui permette l'essor de ce secteur privé, pour que ce secteur privé puisse créer suffisamment de richesses afin que l'État puisse mieux répartir cette richesse et encore que ce secteur privé puisse être pourvoyeur d'emplois. Il y a beaucoup à faire au niveau de ce domaine. Est-ce que tout ce que vous avez dit là a un rapport avec le train de vie de l'État que M. Tapsoba a soulevé? Oui, quelque part, ça a quand même un rapport. Ça a un rapport, parce que si vous voyez bien, au niveau du gouvernement de transition en 2015, nous avons mis l'accent sur la réduction du train de vie de l'État, avec des mesures que certains ont qualifiées de drastiques. C'était véritablement que d'amaigrissement de l'État. Pas suffisamment apprécié de beaucoup d'acteurs publics, mais à travers cette petite action en une seule année, nous avons pu économiser minimum 40 milliards. Et là, je peux vous le dire, ligne par ligne, quelles sont les économies que nous avons pu réaliser dans la réduction du train de vie de l'État. Et lorsqu'on parle de programme socio-économique d'urgence de la transition, qui a été financé à hauteur de 25 milliards pour créer l'emploi, améliorer les conditions de construire davantage les infrastructures sanitaires et puis éducatives, c'est sur la base de ces mesures de réduction des trains de vie de l'État. Si on a pu le faire en une année, je pense que si ça devient une mesure soutenue à long terme, on pourra chaque année dégager, pas forcément 40 milliards, mais quand même assez de ressources pour pouvoir injecter au niveau de cette jeunesse qui n'attend que de l'accompagnement pour apporter sa contribution dans le développement de notre pays. Ok, merci Madame Bila. Alors, docteur Sawadogo, il y a un intervenant qui a émis l'idée, la possibilité d'une enquête pour comprendre pourquoi les gens font autant d'enfants. Est-ce que vous êtes d'avis? Non, pour le principe de l'enquête, je suis totalement d'accord. Koubiane et moi, bon, c'est un peu l'autre partie de notre carrière professionnelle. Enseignant à l'université, on dit bien enseignant-chercheur. Et pour avoir la promotion professionnelle, c'est uniquement par les produits de la recherche. Donc, dans le principe, je suis tout à fait d'accord. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que il faut savoir où est le problème et où on veut aller. Est-ce qu'on a besoin véritablement d'une enquête pour savoir pourquoi on fait beaucoup d'enfants? Faites la comparaison mécanique et beaucoup de gens l'ont dit, mais quand vous allez en milieu rural, le taux de fécondité, ça veut dire le nombre d'enfants par femme en milieu rural,
qui se trouve être le milieu le plus pauvre du Burkina Faso, et vous comparez avec le nombre d'enfants au niveau urbain, qui moyennement est le milieu le plus, qui regorge de plus de gens qui ont un niveau de revenu au-dessus de la ligne du seuil de pauvreté, je pense que on va être d'accord simplement pour dire qu'on fait beaucoup d'enfants parce qu'on est pauvre. Ça, il faut le caricaturer aussi simplement. Je pense qu'on n'a pas besoin véritablement d'injecter encore plus d'argent pour savoir pourquoi on fait beaucoup d'enfants. C'est parce qu'on n'est pas scolarisé, c'est parce que, voilà. Et tout ça, c'est parce qu'on est pauvre, monétairement. En fait, c'est une question importante. Je laisse le professeur. Je maintiens qu'il faut des études. Et les études, ce n'est pas seulement la connaissance des faits factuels, comme on dit, mais c'est aussi la manière d'approcher les gens pour savoir qu'est-ce qui est le problème à leur niveau. Ensuite, qu'est-ce qu'ils sont disposés à privilégier à leur niveau également. Je donne un exemple. Dans les années 90, un projet de la Banque mondiale sur justement les politiques de population, et on nous a enjoint comme au niveau, c'était dans 6 pays africains, dont le nôtre. Et on nous a enjoint de faire en sorte que la population accepte les politiques de planification familiale. On parlait même de planning familial. Je reviendrai là-dessus. C'est-à-dire la limitation des naissances. Nous, on n'était pas d'accord avec ça. Parce qu'on s'est dit, la population qu'on approche là, il faut d'abord se mettre à l'écoute de cette population, même si elle fait beaucoup d'enfants, pour savoir pourquoi elle le fait. Et nous avons au Burkina, ici dans l'équipe de Burkina, nous avons proposé aux partenaires là que non, ce n'est pas la planification familiale qui va être notre priorité dans cette recherche. C'est d'abord l'approche. Et nous avons convenu qu'il faut d'abord écouter les femmes dans leur contexte du quotidien. Quel est leur problème important? Et nous avons abouti à la solution qu'elles se sentent surchargées. Elles se sentent très fatiguées par rapport à toutes leurs charges. Bref, nous avons adopté tout simplement la formule des moulins, à la fois pour les rendre disponibles, mais en les soulageant d'un certain nombre de charges. Et c'est à la suite de ça que nous avons pu les asseoir avec une ONG spécialement spécialisée dans la santé de la reproduction, pour qu'elles aient maintenant le temps de s'asseoir et de nous écouter, afin qu'on explique pourquoi le besoin de cette affaire. Donc, peut-être qu'on a certainement fait beaucoup d'études, mais il y a peut-être des aspects que les gens n'ont pas pensé à mettre en exergue, alors que ça nous tient à la gorge. Alors, voilà. Professeur Koviane, est-ce que réellement on a besoin d'une enquête pour savoir pourquoi et cette démographie qui croît à un rythme quand même inquiétant au Burkina Faso? Je voudrais dire que les leviers sur lesquels il faut agir sont relativement connus. Je pense que il faut peut-être éviter aussi de tourner en rond. Les leviers sont connus. Et on en parlait avec Madame la représentante, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Et je vois qu'il faut comprendre qu'un facteur, un des leviers clés, c'est l'éducation. Ça, c'est un résultat universel. Partout, au nord, au sud, à l'est, c'est un résultat qui apparaît partout. Mais je dis toujours, nous avons fait des progrès énormes dans l'éducation primaire. Nous sommes presque au niveau de la parité, il n'y a même pas d'idée, et puis les taux sont atteints les 80, 90. Mais une jeune fille qui termine l'école à 12 ans, le primaire, ou 13 ans, sans aucune autre perspective de continuer, quelles sont les autres perspectives de vie qui présentent ces jeunes filles en milieu rural burkinabé ou en milieu rural? Ça fait se marier et faire des enfants. Fasse quoi? Donc, et d'ailleurs, le discours a changé. Quand on voit les outils de développement durable aujourd'hui, on a de laisser tomber la question de l'éducation primaire. Ce n'est plus le primaire, c'est l'éducation secondaire universelle. Et tous les travaux démographiques, économiques le montrent. Plus la femme est scolarisée, plus elle reste à l'école, plus elle retarde son entrée en vie féconde. Ses idéaux en matière de procréation changent, mais évidemment, ses aspirations changent en termes d'autonomisation, d'accès à un emploi, d'entrée sur le marché moderne. Et tout ça là
qu'on le veut ou pas à un moment donné, aura un effet sur le niveau de. Donc, je pense qu'il faut aussi que nous essayons de recentrer les priorités. Même la planification familiale dont on parle, un levier majeur de la demande, puis sur la demande, c'est l'éducation. Mais vous allez beau faire vos campagnes de PF en milieu rural, où vous avez en grande partie des gens qui sont arrêtés, peut-être beaucoup ne sont pas allés à l'école, à 12, 13, 14 ans, elle est mariée. Quelle chose que vous allez faire comme politique d'espacement de naissance? Si elle commence à 14, 15 ans, ben écoutez, à 35 ans, hein, elle a déjà 20 ans de vie féconde, même à 2, 3 ans, elle a déjà au moins 5 enfants, 6 enfants. Donc je pense, 7 enfants, voilà. Voilà, donc c'est pour dire que essayons de recentrer les priorités et faisons de ces questions-là qui ont fait leur preuve un peu partout, des priorités nationales. L'éducation des femmes à un niveau donné. Aujourd'hui, on est heureux de voir que quand même, notre loi d'orientation en matière d'éducation, c'est clair, hein, l'éducation est obligatoire jusqu'à 16 ans, c'est le poste primaire, mais il faut la rendre effective. Il faut investir dedans. Il faut investir dans l'éducation. Et on va le voir, ça va avoir un effet multiplicateur sur plusieurs aspects de la vie. Et je vous assure, les choses iront mieux. D'accord. Madame la représentante de l'UNFPA, vous êtes d'accord avec le professeur Kobiané que les raisons du taux de fécondité élevé sont déjà connues? Oui, en fait, je suis d'accord. Et puis, je voudrais juste raconter une petite histoire. J'étais à Bagré et j'ai rencontré les femmes étuveuses de riz. J'ai eu à poser des questions pratiquement à toutes ces femmes qui étuveuses de riz. Combien d'enfants vous avez? Si ce n'est pas 3, c'est 4. Combien vous voulez avoir? 5. Est-ce que vous voulez avoir un enfant tout de suite? Non, 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 non. Parce que si j'ai une grossesse, je ne pourrai pas continuer mon activité. Et si je ne continue pas mon activité, je ne peux pas payer la scolarité de mes enfants. Et donc, j'étais stupéfaite d'entendre qu'elles ont en charge, en fait, la scolarisation donc, de leurs enfants. Et l'éducation n'est pas seulement un levier pour les enfants, mais c'est en même temps un levier pour les parents. Les parents qui considèrent que l'enfant est un don de Dieu doivent accompagner l'œuvre de Dieu. Quand Dieu donne, Dieu ne dit pas de faire souffrir l'enfant. Dieu vous donne pour que vous poursuivez son œuvre en investissant dans l'enfant. Si vous en avez 10 et que vous pensez que c'est un don de Dieu, que vous n'investissez pas sur un, là, vous n'êtes pas en train de réaliser l'œuvre de Dieu. Ça aussi, il faut que nos parents le comprennent et ils le savent. Donc, nous avons l'approche, mais en même temps, on connaît les raisons et on sait sur quoi il faut agir. En plus de l'éducation, ici au Burkina, c'est le mariage d'enfants. J'ai pris au tout début de mes propos la région de Dori parce que c'est là-bas qu'on a le phénomène en fait, de mariage d'enfants le plus poussé. Donc, une jeune fille qui est mariée, une adolescente qui est mariée à 12 ans, à 13 ans, elle a un enfant. Vous comptez avec moi. Hein? À 15 ans, elle a un deuxième enfant. À 17 ans, à 19 ans, à 21 ans, à 23 ans, à 25 ans, elle a 7 gosses. Et il lui reste encore beaucoup d'années de vie féconde. Et avec l'évolution, en fait, de la science, les enfants sont vivants. Aucun ne décède. Donc, les études, on a les enquêtes, les EDS qui nous donnent régulièrement les avis, mais en même temps, quand vous discutez avec les femmes qui investissent effectivement dans les enfants, elles réfléchissent maintenant avant de faire un autre. Donc, on connaît les leviers et on doit agir sur ces leviers. Je note que, en tout cas, nous avons été éclairés sur le concept donc, de dividende démographique. Je note que ce n'est pas une garantie absolue, systématique des dividendes démographiques. Des fenêtres, effectivement, qui sont ouvertes ou presque ouvertes, comme toute fenêtre normale, donc c'est des fenêtres qui peuvent aussi se refermer. Alors, m'inscrivant donc dans les solutions, les suggestions, je m'en vais donc proposer 3 pistes qui sont des axes, en tout cas de réflexion qui nous interpellent au niveau donc la notion publique des structures donc techniques, mais également qui peut aussi donc nécessiter l'accompagnement des partenaires donc techniques et financiers. Le premier axe important de mon point de vue, c'est de la question de la répartition spatiale des investissements publics. Alors, on a beaucoup parlé effectivement donc de l'investissement qu'il faut arriver à faire dans l'éducation, dans la santé, dans la formation professionnelle. Des indépendances à nos jours, des centaines de projets et programmes ont été expérimentés
ont été mis en œuvre, d'autres sont toujours en exécution. Alors, il faut qu'on s'interroge, il faut qu'on analyse la répartition spatiale de ces infrastructures économiques, de ces infrastructures sociales, pour s'assurer effectivement qu'elles nous permettent d'assurer un maillage efficace du territoire et permet effectivement de faire l'articulation aussi avec la répartition spatiale de ces dividendes démographiques. Deuxième piste importante de mon point de vue, c'est le rôle des collectivités territoriales. Alors, on ne doit pas occulter la question de la décentralisation, qui est une option fondamentale, qui est une tendance lourde, qui consacre des pouvoirs, des compétences à des niveaux donnés avec des gouvernements locaux, qui sont reliés au suffrage universel, donc pour pouvoir prendre en question des compétences qui touchent à des questions de santé et d'éducation. Et je pense qu'à la faveur de l'insurrection et du nouveau contexte qui est en vigueur, il est important qu'on parte vers des développeurs locaux, des acteurs qui sont en mesure de porter des préoccupations et de pouvoir prendre en charge effectivement des besoins des populations à la base, qui sont dans la santé, l'éducation, l'eau potable. Donc, et ça va amener effectivement à reconsidérer l'approche des plans communaux de développement, des plans régionaux de développement, pour en faire des véritables outils qui puissent être articulés aux politiques de population et pour pouvoir mieux donc prendre en compte les questions de dividendes démographiques. Madame la ministre a parlé d'une prévision. Effectivement, le Burkina Faso a prévu. En 2006, effectivement, on a eu cette enquête-là. En 2010, on a eu. Mais qu'est-ce qu'on a fait des résultats de ces enquêtes-là? Est-ce qu'il faut prévoir pour s'asseoir? Ou bien, en même temps qu'on a prévu, il faut se lever pour mener des actions? Je suis pour cette deuxième vision-là. Parce qu'on se rend compte que, puis j'ai eu la chance aussi de participer à certaines enquêtes, notamment la dernière enquête que l'INSD a organisée. Quand vous rentrez au niveau des villages, la mentalité est tout autre. Pour répondre aussi à l'intervenant qui veut savoir que si une enquête était nécessaire ou pas, mais les raisons sont simples. Là-bas, il y a une contradiction qui est là. Ils disent que les enfants qu'ils veulent mettre au monde là, c'est pour les aider dans les champs souvent. Ça, c'est une première raison. Mais cette contradiction que je soulève, c'est quoi? C'est que ces mêmes villageois-là prennent leurs terres pour vendre, notamment avec les dernières réformes qui ont eu lieu en 2009 sur le foncier, où, avec la possession foncière, les gens peuvent garantir leurs terres pour avoir des prêts. D'autres peuvent prendre pour vendre. Donc, ils prennent leurs terres et vendent. Donc, au moment où les enfants atteignent l'âge de pouvoir travailler, il n'y a même plus ces terres-là encore pour travailler. Conséquence, ils vont aller vers les villes. Au niveau de l'État aussi, ils disent que, par exemple, la loi que le professeur a soulevée, je crois, où on dit l'éducation est obligatoire jusqu'à 16 ans. Il y a encore aussi une contradiction au niveau de la politique de l'État aussi. Pourquoi? Parce qu'on a vu ici, dans ce pays aussi, des ministres qui ont dit, je m'excuse, que l'éducation n'est pas un secteur prioritaire. Mais pourquoi vous rendez l'école obligatoire jusqu'à 16 ans? Et que allez-vous faire de ces mêmes élèves-là que vous êtes en train de former? Pour moi, en fait, quand il s'agit du dividende démographique, ça va au-delà un peu de ça. Parce que si on considère les études de l'INSD, quels que soient les scénarios considérés, en 2020, la population de 15 à 65 ans révolus va dépasser la barre des 50%, quel que soit le scénario considéré. Donc là, maintenant, il faut savoir que faire de cette population, de cette masse qu'on aura, en fait. Je pense que c'est là la question maintenant. Comment profiter, comment tirer le bénéfice de cette population-là. Voilà, et c'est là maintenant. Voilà, pour moi, tout est question de planification. Une planification réaliste. Voilà. Madame la ministre a parlé de prévisions. Certes, on a les prévisions, mais est-ce que nos planifications tiennent vraiment compte de ces prévisions? On semble être chaque fois surpris des faits, en fait. Voilà. Donc, des planifications réalistes. Et j'allais aussi parler de bonne gouvernance aussi. Quand on fait des prévisions et puis on s'assoit après, est-ce que vous reconnaissez cela ou bien il y a un travail de planification qui est quand même fait au niveau du gouvernement? Oui, je crois que la SCAD, en quelques années, a déjà fait ses preuves. C'est un travail de planification et d'action surtout. Je suis d'accord, gouverner, c'est prévoir. L'État fait l'effort de prévoir. Mais l'État fait l'effort aussi
d'agir en fonction des résultats qui ressortent de l'ensemble de ces enquêtes, de toutes ces études qui sont menées. Peut-être, comme je l'ai dit, cette variable n'est pas suffisamment prise en compte. Elle est prise en compte, mais peut-être pas suffisamment. Pas suffisamment au point où on puisse constater les résultats sur le terrain. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et par rapport à cette contradiction qu'il y a souvent entre le fait que l'éducation soit une priorité et d'autres gouvernants viennent dire que ce n'est pas une priorité, il faut dire aussi qu'il faut la gouvernance démocratique. Il faut qu'il y ait une certaine stabilité démocratique pour qu'on puisse prendre des actions de long terme et assurer le suivi. Passer le temps à courtiser souvent l'électorat, c'est refuser de mener des actions vigoureuses de développement. Et je crois que plus que jamais, nous avons une chance, à partir de ces élections, d'accompagner les autorités qui sont mises en place, les institutions fortes qui seront désormais mises en place pour que véritablement nous puissions apporter dans notre pays un pouce, voilà, un coup de pouce au développement de notre pays. Donc, il va falloir davantage agir puisque nous avons pratiquement tous les éléments en termes de prévision, en termes de planification. De ce côté, je vous parie que le pays est bardé de grands planificateurs et puis de prévisionnistes. C'est ce qu'on peut dire. Okay. Voilà. Avant de poursuivre au niveau du plateau, on va encore faire une pause pour écouter encore quelques citoyens burkinabés sur le sujet. Cette fois, ils formulent des suggestions pour une maîtrise de la croissance de la démographie. On les écoute dans ce micro-trottoir avant de poursuivre. Il faut sensibiliser les femmes, en tout cas, sur la planification familiale. Je trouve qu'il serait donc envisageable qu'il était pour donc des dispositions de sorte que on puisse donc voilà, donc en fait de sorte à pouvoir donc gicler donc le taux donc d'accroissement de cette population là. C'est le planning familial là. Éduquer la population, autrement dit expliquer donc à la population que lorsqu'il y a donc beaucoup d'enfants, ce serait donc difficile donc de prendre soin de tous ces enfants là. Bon, utiliser pour le développement, ça dépend. Si on a de bonnes politiques de développement, si nos dirigeants ont de bonnes politiques de développement et si ces dirigeants appliquent réellement les politiques qu'ils vont adopter. Parce que ça ne sert pas aussi d'avoir des politiques si on ne les adopte pas. Voilà. Si les richesses sont bien distribuées, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais bon, tout le monde le voit. Ah, mais ça dépend. Est-ce que nous avons des ressources pour voir qu'est-ce que le potentiel du Burkina. On n'a pas un gros potentiel pour supporter cette croissance démographique. Il faut qu'on fasse une planification en fonction des ressources dont nous disposons. Mais si en tout cas il y a une possibilité de réduire un peu voilà, les naissances là, je pense que ça serait aussi bien. Chacun naît avec sa chance. Voilà, chacun qui naîtrait avec sa chance. On va voir si c'est la vue aussi au niveau du public. On sait que pour bénéficier du dividende démographique, il faut investir. Et investir dans certains secteurs comme l'éducation. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que pour investir, il faut avoir les moyens. Et ces moyens doivent être aussi proportionnels aux besoins que l'on a. Et ces besoins-là viennent d'où? Au niveau de l'éducation. La base, c'est la population. Mais quand vous prenez aujourd'hui notre population, en 2010, lorsqu'on voulait faire un peu la projection jusqu'en 2020, on était autour de 2 800 000 enfants de 6 à 11 ans concernés donc par le primaire. Et si vous calculez, ça vous donne approximativement 50 000 classes pour ces enfants-là, si on veut mettre 56 élèves par classe. Voilà. Et ça, c'est quand on veut vraiment mettre 56 par classe. Et lorsqu'on tient compte des projections faites par l'INSD, en 2021, on sera autour de 4 millions d'enfants. Et en ce moment, il faut construire chaque année au moins 2000 salles de classe si on veut garder le même ratio par classe. Ça veut dire que si vous voulez augmenter la qualité, il faut construire davantage. Et là, il faut construire environ 4000 salles de classe par an. Et aujourd'hui, avec les prévisions que nous avons, on ne peut pas atteindre justement cette prévision-là. C'est pour dire que
le défi réel réside aussi au niveau de la population. Si on a une population qui croît très vite par rapport à l'économie, ça devient assez difficile de pouvoir prendre en charge au niveau donc de la planification. Mais ceux qui ont parlé justement de la planification, j'ai dit à la suite de Madame la ministre que véritablement nous avons la planification. Aujourd'hui, nous sommes déjà en train de voir en 2030 quelle sera justement la population scolarisable et comment faire pour pouvoir justement offrir à cette population-là les moyens pour pouvoir accéder à une éducation de qualité. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste revenir sur la qualité. On en a parlé, le professeur a parlé justement des réformes qui sont entreprises. Aujourd'hui, le défi majeur de l'éducation, c'est vraiment la qualité. Et je me réjouis de comprendre qu'en fait, ici, la définition qui est donnée à la qualité là diffère de ce qu'on a l'habitude d'entendre. On a l'habitude d'entendre que la qualité, c'est faire une dictée, faire 0 faute, c'est le français, c'est tout ça. Mais ce qui ressort ici, c'est qu'effectivement, c'est la relation entre le marché du travail et ce qui est donné. Et c'est véritablement dans cette directive que le ministère de l'Éducation s'est orienté à travers la réforme des curricula qui est en cours. Cette réforme a été entreprise depuis la réforme de 2007. Elle est toujours en cours parce que vous le savez, pour réformer les curricula, tous les pays qui l'ont fait vous donneront l'exemple, ce n'est pas très simple. Donc, dans cette réforme curriculaire, on met l'accent sur les compétences. On se demande quelles sont les compétences dont le pays a besoin à l'heure actuelle, parce que l'environnement évolue. Et à partir de ce moment-là, on détermine les contenus des enseignements, les programmes d'enseignement. Et sur cette lancée que le ministère là, véritablement est. Et le gros problème, comme vous le savez, ça demande suffisamment de ressources et quelquefois les ressources qui sont mobilisées ne permettent pas de couvrir tous les besoins. Mais je dois préciser que véritablement l'État fait des efforts. En 2013, lorsqu'on a fait le récapitulatif, on était à 18% des ressources, des dépenses publiques qui étaient consacrées à l'éducation. Ce qui n'est pas, en tout cas, petit. Et quand on regarde également la part du PIB consacré à l'éducation également, c'est élevé. Mais par rapport à certaines normes et aux engagements pris par l'État, ce serait bon qu'on puisse aller à l'avance, c'est-à-dire offrir plus de ressources à l'éducation pour son développement. Les leaders communautaires et les hommes en particulier, de mon point de vue, ne sont pas suffisamment pris en compte dans les politiques de sensibilisation relatives en fait à la pratique de la planification familiale. Je m'explique. En 2003, le taux de prévalence contraceptive moderne était de 8% selon l'enquête de l'EDS, l'enquête démographique de santé. Et en 2010, on était autour de 15%, donc en moyenne 1 point par an de croissance. Ce qui est très faible. Mais là où c'est inquiétant de mon point de vue, c'est là où quand on s'intéresse aux femmes qui ont des besoins en planification familiale non satisfaits. C'est-à-dire des femmes qui sont là, qui veulent manifestement en fait retarder ou bien limiter leur naissance, mais qui n'ont pas accès en fait à cette pratique-là. Moi, puisqu'il y a suffisamment de sensibilisation, les méthodes sont disponibles apparemment. Qu'est-ce qui empêche ces femmes d'accéder en fait à sa méthode de planification? Elles sont, selon l'enquête de 2003, autour de 23%. Sinon 24% pour les femmes en union. Donc 24% des femmes qui présentement en fait ont le besoin d'espacer ou de limiter les naissances, mais qui n'arrivent pas. Pourtant, elles, théoriquement, elles savent que les méthodes existent. En réalité, en fait, dans les familles, très souvent, en milieu rural notamment, en fait, elles sont limitées par le refus en fait des hommes. Donc, est-ce que je pense que c'est un volet qu'il faut suffisamment intégrer dans les politiques en fait de promotion en fait des pratiques de planification familiale. C'est pour dire qu'il faut réellement mettre l'accent sur la sensibilisation de la population, en plus des autres actions, sur les investissements que l'État peut mettre en œuvre. Parce que comme il a exprimé, il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de planifier des méthodes de contraception, mais elles n'ont pas cette liberté ou bien cette possibilité-là. Parce que souvent, elles sont bloquées par le refus des maris. Pourtant, dès que le mari n'est pas d'accord, la femme se lève, elle part mettre ça, on trouve déjà qu'elle a d'autres idées. Puisque pour beaucoup d'hommes, aller prendre une contraception, peut-être c'est parce que tu veux me tromper avec les autres hommes pour que je ne sache pas
qui te préserve. Et puis, en plus de ça aussi, il y a un élément que je vais souligner. Il y a la préséance ou bien du sexe de l'enfant qui joue sur la maîtrise des naissances. Un couple peut décider, par exemple, de limiter le nombre d'enfants en 3, mais dès que les 3 accouchements, c'est le même sexe, ils sont obligés d'aller au-delà de ça pour avoir le sexe qu'ils désirent. Voilà, surtout si c'est le sexe féminin. Donc, ça joue trop sur la maîtrise de la fécondité. Donc, il faut toujours mettre l'accent sur la sensibilisation. Madame la représentante de l'INFPA, on sait que vous accompagnez quand même l'État dans le domaine de la planification familiale. Est-ce que les raisons qui ont été évoquées, ce sont les mêmes constats que vous faites concernant l'accessibilité aux méthodes contraceptives et puis les pesanteurs sociaux et culturels également? Je dois dire qu'il y a beaucoup de progrès au Burkina Faso. Lorsque je regarde les engagements pris dans le cadre donc, du partenariat de Ouagadougou sur la planification familiale, le Burkina Faso a atteint le nombre de femmes nouvelles utilisatrices. Donc il y a au niveau en fait, du pays et sur tous les plans un déclic qui est en train de se faire, qu'on doit accompagner. Ce qu'on a constaté par rapport à l'accessibilité financière reste encore un défi. Et donc la réflexion par rapport à la gratuité de la planification familiale doit se faire. Cette année, dans le cadre de la semaine PF, les produits ont été rendus gratuits et de ce fait, on s'est rendu compte que le nombre d'utilisatrices qu'on a eu en 2015 était plus que le double de ce que nous avons eu en 2014. Et donc, cette réflexion doit se faire. Mais il faut regarder, au-delà des besoins non satisfaits, il faut regarder aussi les 50% des femmes qui ne disent rien. C'est important de les accompagner aussi l'utilisation, en fait, des méthodes de planification familiale. Planifier n'est pas limiter les naissances. Planifier, c'est donner le temps au corps de se préparer pour recevoir une nouvelle vie et accorder plus de temps aux enfants que l'on met au monde pour les faire grandir. Ça aussi, c'est une obligation parentale que chaque famille doit assumer. Et donc, les raisons, au-delà des raisons que nous connaissons, il y a bien sûr la résistance des hommes. Il y a des programmes qui sont en cours, notamment l'école des maris, dans certaines localités, qui font, à travers ces programmes, il y a des maris modèles qui accompagnent leurs femmes à utiliser les services de planification familiale et qui essayent aussi, en fait, de créer autour d'eux un environnement de plus d'hommes modèles. Et je pense que progressivement, on va y arriver. Et il faut qu'on réfléchisse aussi à comment créer l'école des futurs maris. C'est important parce que oui, les futurs maris, c'est les jeunes qui ne sont pas encore mariés. Voilà, comment les amener à comprendre que, en fait, l'engagement dans la vie, l'engagement dans la responsabilité parentale implique en fait un investissement personnel et qui puisse permettre en fait donc de faire grandir l'enfant et d'en faire un citoyen ou une bonne citoyenne. Et ça, c'est l'école des futurs maris. Merci, madame. Alors, docteur Saorgo, on a évoqué aussi le rôle important que doivent jouer les leaders coutumiers et religieux. Est-ce que jusqu'à présent, en matière de maîtrise des populations, vous pensez que ces leaders-là ont suffisamment joué leur rôle jusque-là? Ils en ont certainement fait, mais je ne sais pas si au regard de l'éventail des problèmes et des conséquences que l'on vit, on peut dire qu'ils en ont fait assez. Tant qu'il y a encore des choses à rattraper, je pense que chacun doit toujours accepter de s'investir davantage. Donc je pense qu'il faut continuer à les sensibiliser, à les approcher pour voir quelle nouvelle forme de contribution, peut-être même dans les stratégies ou dans les objectifs, ils peuvent apporter parallèlement justement aux agents de l'action publique et même privée. Okay. Voilà. Alors il y a le directeur général de l'INSP qui voulait intervenir. Tout ce que nous avons avancé, c'est à partir des données et essentiellement des données donc, de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Quelqu'un l'a dit, je pense que nous prévoyons en 2016 le 5e recensement général de la population de l'habitation au Burkina Faso.
Et nous souhaiterons vivement que, pour que les données soient actualisées, parce qu'on a fait beaucoup, on parle de projection, mais les vraies données, c'est celles qui sont collectées sur le terrain. Et en 2016, on aurait vraiment souhaité avoir en tout cas de nouvelles données sur la base desquelles nous avons encore fait des projections pour les années à venir. Et donc j'interpelle Madame le ministre sur la question. Alors, professeur Koubiané, on entend aussi parler de la transition démographique. Vous l'avez un peu évoqué dans l'émission précédente comme un premier facteur qui enclenche le processus pour parvenir aux dividendes. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette transition démographique? C'est quoi exactement? Les populations humaines dans leur évolution démographique passent par des étapes. Et l'une des premières étapes, le premier changement qu'on observe, c'est la baisse de la mortalité. Et dans nos pays d'Afrique au sud du Sahara, nous avons en fait bénéficié des progrès de la médecine, de la santé dans d'autres pays, les pays industrialisés. Et dès la fin des années 50-60, la mortalité a commencé à baisser au Burkina. Donc, il y a la baisse de la mortalité dans un premier temps, mais le temps que les populations réalisent et internalisent le fait que les enfants vivent plus longtemps, que les chances de survie sont plus élevées, il y a un décalage entre le moment où la mortalité commence à baisser et le moment où les populations s'ajustent donc, à cette baisse d'emploi. Donc pendant cette phase qui est la phase pré-transitionnelle, et évidemment, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est des taux de croissance très élevés, comme ce que nous vivons au Burkina, mais qui ont été aussi dans d'autres cieux. Voilà. Donc ensuite, il arrive un moment où justement la fécondité, la natalité, si vous voulez, commence à baisser. Et donc pour atteindre un niveau assez proche du niveau de la mortalité, et donc des taux de croissance de la population relativement faibles. Mais il y a aussi même une quatrième étape dans le processus de transition démographique qu'on observe dans certains pays aujourd'hui développés, c'est la dénatalité de la population. C'est-à-dire c'est le moment où le rythme de croissance de la natalité commence à être en dessous de celle de la mortalité et voilà, pose même des problèmes de renouvellement. On parle d'être en dessous du taux de remplacement, mais aussi un problème de renouvellement de la population. Donc c'est un processus qui a été observé dans presque tous les pays qui ont vraiment suivi le processus, les pays européens, où ça a pris plus de temps, et ça je crois que c'est très important à le dire, les populations vont à des rythmes assez diversifiés. Voilà, en Europe, ça s'est fait sur un siècle, parfois même plus, hein, et la transition, cette évolution. En Asie, ça a été très rapide, et, en Afrique, ça traîne encore. Donc, c'est un processus, bon, comme je le disais, qu'on tente de présenter sous forme de théorie, et qui seront donc un chemin par lequel les populations passeraient dans leur évolution. Et comme je l'ai dit, et je crois que c'est très important, le lien avec le dividende démographique, c'est justement le changement de la structure par âge qui accompagne ce processus-là et qui, à un moment donné, offre une opportunité de pouvoir booster la croissance économique. D'accord, on va rester avec vous pour un dernier tour de table. On est vraiment pris par le temps. Alors, Dr Koubiané, est-ce que vous estimez que le Burkina pourrait réaliser le dividende démographique à quelle échéance? Dans la première émission, vous nous avez fait comprendre que les gains n'étaient pas forcément automatiques. Et dans combien d'années on peut espérer cela? Non, lorsqu'on regarde les projections faites par l'INSD à partir du recensement de 2006 ou même les projections des Nations Unies, c'est pratiquement les mêmes tendances, selon les différents scénarios. La fenêtre d'opportunité va s'ouvrir à des échelons, à des, comment on appelle ça, des échéances temporelles différentes. L'horizon temporel va différer. Alors, lorsqu'on regarde, par exemple, on prend l'hypothèse moyenne, si les tendances jusque-là se poursuivent, et on voit qu'il faut attendre entre 2025-2030 pour voir vraiment l'entrée dans cette phase où début de transition. Voilà, le début de transition, enfin, où il y a un changement dans le rapport entre la population d'âge actif et la population dépendante. Voilà. Mais quelqu'un l'a dit, quand on parle de fenêtre, c'est que ça se ferme à un moment donné. Il y a des pays qui sont passés. Donc voilà, donc, ça c'est l'hypothèse moyenne. Mais si les politiques changent et qu'on met en place des politiques beaucoup plus, je dirais, rigoureuses, les choses peuvent aller très vite. Plus vite. Voilà. Moi je voudrais, si vous le permettez, comme j'ai le dernier mot très rapidement, je voudrais intervenir sur deux choses. Et la première, qui a été évoquée par une des participantes, et sur laquelle on n'est pas venu assez souvent, on n'en a pas parlé assez, c'est la gouvernance.
Quand vous regardez même le cadre conceptuel général du dividende démographique, qui est une approche holistique en fait, la gouvernance est là. On en parle très peu. Madame la ministre parlait de toutes les économies qui ont été faites au cours des 12 derniers mois. C'est un élément de gouvernance. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et là, je me tourne vers mon collègue David, enfin mon collaborateur David du MENA, lorsqu'il parlait des efforts dans l'éducation. Mais là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons mené une étude récemment dans le cadre d'études programmatiques pour le post-primaire au Burkina. Qu'est-ce qui ressort? Lorsque vous regardez la part des enseignants du secondaire qui assurent le nombre d'heures statutaires qui leur est requis par semaine, c'est autour de 2-3%. Qui respectent rigoureusement les 18 heures pour le premier cycle, 22 heures pour le premier cycle et 18 heures pour le secondaire. Et les problèmes vont se compliquer davantage à partir du moment où nous passons vers le continuum avec le fait que le post-primaire est revenu au primaire et les enseignants sont du secondaire. Donc il y a un problème aussi à ce niveau-là. Donc la gouvernance, c'est aussi ça. Et je pense que c'est un élément important. Dernier élément sur lequel je voulais mettre l'attention, tout changement démographique a ses revers. La transition démographique a des effets qu'il faut savoir commencer à anticiper. Si on veut qu'il arrive très rapidement, ça veut dire que le vieillissement de la population aussi interviendra plus rapidement. Et ça, c'est une réalité au nord, dans d'autres pays, on l'a observé. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer à anticiper. Et donc, actuellement, le souhait, c'est que la première phase intervienne, la transition de la fécondité. On veut que ça soit vite et que ça se fasse vite. Personnellement, je suis dans une autre posture qui serait que investissons sur les leviers tels que l'éducation et toutes les choses interviendront à un moment donné. Mais sachons que ça a d'autres conséquences et qu'il faut savoir anticiper, notamment le vieillissement de la population. D'accord. Madame la représentante de l'UNFPA, est-ce que vous avez espoir que le Burkina Faso va y arriver? Avec l'engagement que je suis en train d'observer au Burkina, c'est ma première année, je pense que les mécanismes sont en place pour aller vers le début de la transition. Mais il faut investir et agir. Agir dans l'éducation, agir dans l'autonomisation, agir dans l'emploi. Les questions de gouvernance ont été abordées par le professeur Kombiadé. Ce sont en fait des éléments importants pour accélérer les bienfaits qu'on aura au niveau donc de l'éducation, de l'autonomisation et de l'emploi. Et on ne peut pas avoir l'autonomisation si on n'investit pas sur le statut social de la femme qui l'amène à être mariée à 12 ans ou qui l'amène à être juste un réservoir d'enfants au lieu d'être une participative ou une actrice en fait de la procréation. Et donc agir aussi sur la planification familiale, réduire les mariages des enfants. Et on va y arriver. Et on va y arriver. Docteur Sawadogo, vous êtes également optimiste? Oui, je pense que, à mon avis, tout est question d'une volonté de la nation, de l'ensemble de la nation. Et la plupart du temps, elle est souvent initiée, incarnée et portée par les gouvernants. Donc, il faut une bonne gouvernance orientée vers les besoins réels de la population et les stratégies les plus efficaces pour y arriver. Et je voudrais ajouter que quand on parle aussi de dividendes, il ne faut pas seulement l'envisager par rapport à la population montante. Il faut aussi penser à prendre en charge les adultes d'aujourd'hui. Et là, ce n'est plus un problème de scolarisation, c'est l'alphabétisation. Et je précise, l'alphabétisation professionnelle. Dans les années 60, on avait une direction au niveau du MENA qui s'appelait alphabétisation fonctionnelle et professionnelle. Malheureusement, on l'a laissé tomber. Quelqu'un a parlé de l'école de théâtre, tout ça, on a laissé tomber. Donc, il faut, à mon avis, repenser véritablement, non seulement les systèmes de scolarisation, mais les systèmes de formation et de prise en charge de l'ensemble des composantes de notre population pour que chacune ait les capacités qu'il faut, mais aussi les soucis partagés par l'ensemble de la population pour une meilleure évolution de toute la population. Sans bonne gouvernance, on ne saurait parler de bonne répartition des ressources sur les priorités de l'État.
Donc, c'est trivial, c'est une nécessité, c'est très indispensable. Et c'est en ce sens peut-être que je voulais dire qu'au niveau de l'accessibilité de la planification, il y a une partie qui est omise, et peut-être pas suffisamment prise en compte, c'est l'accessibilité physique. Voilà, l'accessibilité physique parce que, comme l'a dit Kobiané derrière moi, il n'y a pas eu véritablement une très bonne répartition des infrastructures, que ce soit éducatives et puis sanitaires. Donc, lorsqu'au niveau rural, et plus particulièrement au niveau du Sahel, une femme a besoin de planification, ce n'est pas certain qu'elle ait une structure sanitaire à qui s'adresser. Donc, c'est très important et on se réjouit qu'au niveau du gouvernement, de plus en plus, on table plus sur les pôles de croissance. Et le fait qu'on veut ériger, par exemple, le Sahel en pôle de croissance, pôle minier, ce serait véritablement une opportunité à saisir pour assurer cette transition démographique, surtout dans une meilleure éducation à impulser dans la région, puisque c'est la région également qui n'est pas suffisamment dotée en infrastructures éducatives. Et à ce moment, nous sommes certains que les résultats seraient véritablement de court terme en termes d'augmentation de l'âge de contracter le mariage, qui est un facteur très capital dans la gestion du dividende démographique. Donc véritablement, il faut qu'on table beaucoup sur la décentralisation, qu'au niveau collectivité territoriale, que les acteurs puissent s'impliquer et véritablement assurer le développement à la base. Merci beaucoup, Madame Bila, et merci aussi à tous les autres invités d'être venus éclairer les Burkinabés sur les enjeux du dividende démographique pour la croissance économique du Burkina Faso. Nous espérons que les idées, en tout cas, qui ont été émises au cours de cette émission permettront de parvenir au dividende démographique pour un développement économique et inclusif au Burkina Faso. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de Ecofinance.